ravi de vous présenter un sujet dont le titre peut être un peu surprenant, mais c'est vrai que dans le cadre de cette épidémie de Covid-19, on a été frappé par différents éléments avec un décompte des décès. Alors ceci dit, c'est plutôt positif parce que si on prend en 2003 la canicule, on ne savait pas compter les morts à l'époque, hein, c'était l'absence de cercueils qui ont fait qu'on s'est intéressé, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Donc là, on avait une annonce du nombre de décès liés, ou tout au moins supposés liés au Covid-19 chaque jour. Si on tape sur Google, vous voyez qu'on trouve des chiffres qui sont évidemment des chiffres bruts, hein, pas analysés du tout. On a des évolutions quotidiennes, même au niveau français, du nombre de décès qui sont annoncés les uns après les autres. Et donc avec Stéphanie Gentil, du service d'évaluation médicale du pôle de santé publique de l'assistance publique, vous est apparu intéressant d'aller un peu plus loin et de travailler justement sur les décès qu'il y avait eu pour essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Je te laisse continuer. Donc, alors la messe des morts, en fait, ça s'appelle aussi, c'est juste pour recontextualiser, la revue de mortalité. En fait, c'est le principe, c'est vraiment un critère qualité dans les services que d'analyser les décès, encore plus quand ces décès sont inattendus. Et c'est même obligatoire par la Haute Autorité de Santé pour la cancérologie, la chirurgie, la réanimation. Et ça permet de mieux comprendre l'histoire clinique et de voir comment on peut améliorer la prise en charge. Donc là, j'ai refait un tout petit rappel sur la source de décès, parce que ça paraît facile de compter les morts, mais en réalité, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Là, j'ai repris le circuit des certificats de décès en fait en France, et on voit dans le schéma du haut que là, c'est quand le cheminement se fait par papier, et on voit qu'il y a un délai de 3 à 4 mois avant qu'il y ait un codage en fait des causes de mortalité à partir des certificats de décès. Et quand ça se fait par voie électronique, ce qui correspond à 18% des certificats d'essai, on a une disponibilité des données qui est beaucoup plus rapide. Pour la Covid-19, en fait, il y a eu le 18 mars, en fait, ils ont utilisé un système d'information qui avait été mis en place en 2015 pour le suivi des victimes d'attentats et de situations exceptionnelles. Et pour les EHPAD, ces chiffres ne remontaient pas. Et ils sont remontés à partir du 2 avril avec un décompte officiel quotidien grâce à un outil qui a été mis spécifiquement en place. Après, pour revenir un tout petit peu aussi sur un certain nombre de points, en fait, les indicateurs de mortalité, bien sûr, on peut compter les décès, donc c'est l'effectif des décès, ce qui est vraiment fait dans le cadre de cette épidémie, où on a vraiment beaucoup communiqué sur le nombre de morts, mais en réalité, en général, on communique plutôt sur des taux bruts, qui peuvent être le nombre de décès sur la population à un moment donné, ou des taux spécifiques quand on s'intéresse par exemple aux populations plus âgées, par rapport à des tranches d'âge, on voit que les taux peuvent varier selon l'âge, ou des taux proportionnels de mortalité pour voir la part de la cause de la mortalité. Et enfin, on a pas mal de communication autour du taux de létalité, qui est différent, qui exprime la gravité d'une maladie et l'efficacité d'un traitement, donc c'est le nombre de décès en rapport avec la maladie sur le nombre total de cas. Et lui, il varie pas forcément de la même façon que le taux de mortalité. Par exemple, si on trouve un vaccin qui soigne bien les gens, on peut avoir un taux de décès qui diminue et un taux de létalité qui reste le même si la personne contracte la maladie. Et de la même façon, si on dépiste mieux les cas, aussi on peut, de façon arithmétique, diminuer le taux de létalité. Enfin, par rapport au cas, c'est-à-dire au cas, donc c'est un schéma qu'on donne souvent dans nos cours de santé publique. En fait, pour compter les cas, c'est pas facile non plus, puisque là, le cas est représenté par l'iceberg. Donc, on voit qu'il y a l'iceberg qui est sous l'eau, dans la partie bleue. Donc, on peut être malade et ne pas ressentir de symptômes cliniques, et donc de ne pas recourir aux soins et du coup ne pas être dépisté en tant que malade. On peut avoir des signes, mais pas recourir aux soins parce que peut-être qu'il n'y a pas d'offre de soins ou parce qu'on ne ressent pas le besoin. Et donc là, on ressent des symptômes et on n'est pas reconnu non plus malade. Et au-dessus de l'iceberg, au-dessus de l'eau, on voit que donc ce sont les cas qu'on a évalués et diagnostiqués. Et parfois, en fait, on a une surévaluation, c'est les faux positifs, c'est-à-dire qu'on a caractérisé quelqu'un de malade alors qu'il ne l'est pas. Et on a aussi une sous-évaluation qui représente en fait les gens qui sont malades et qui n'ont pas été détectés par les seuils. Donc dès lors qu'on fait des ratios, on se rend compte qu'en fait avoir l'effectif réel, c'est compliqué. Par rapport aux indicateurs de mortalité, donc on a des données qu'on rapporte le nombre de décès Covid en France
sur la population française, et c'est des taux bruts de la Covid qui permettent de comparer en fait les pays entre eux et qui sont utilisés. Et puis on a des données de l'INSEE qui nous permettent d'avoir, toutes causes confondues, une notion d'un excès de mortalité. Et on voit en fait dans le schéma de droite avec l'âge que ça concerne essentiellement les personnes âgées, cet excès de mortalité. Et dans le schéma de gauche, c'est les lieux. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a, donc il y a les 3 périodes de l'épidémie, du 1er mars au 30 avril, du 1er mai au 31 août et du 1er septembre au 16 novembre. Et on voit qu'on a un excès de décès dans les lieux du domicile et autres lieux qui étaient des lieux qui n'ont pas été bien, qui étaient des lieux chez des amis ou dans d'autres lieux. Donc on a des gens qui sont morts chez eux et pour lesquels aujourd'hui on ne connaît pas les causes de mortalité. Enfin, pour finir, donc peut-être une évidence, mais le quotient de mortalité par âge, par sexe et par âge en France, en fait, on voit que bien sûr il augmente en fonction de l'âge. Donc on a cette première année de la naissance au premier anniversaire où on a un risque des décès qui est de 30 pour 10 000 et ensuite qui va décroître jusqu'à l'âge de 10 ans pour remonter de façon exponentielle. Donc là c'est une échelle semi-logarithmique et on voit à peu près que au niveau extrême de la vie on estime mal les taux parce qu'à ce moment-là on a moins d'effectifs et du coup c'est plus compliqué. Et on voit aussi qu'on a une surmortalité des hommes qui est toujours à tous les âges de la vie avec un maximum entre 20 et 30 ans. Et le dernier concept, donc les délits, c'est aussi un indicateur en fait qui est utilisé par l'OMS pour mesurer en fait la charge morbide d'une maladie. Et donc ça exprime en fait 2 choses. Ça exprime les années de vie qu'on vit avec un handicap. Donc ce qu'on voit ici dans le schéma, donc on vit en bonne santé, on a une vie avec un handicap qui n'est pas forcément un handicap physique, qui peut être un handicap cognitif ou mental. Et puis après, on a des années de vie perdues, c'est-à-dire qu'on meurt précocement par rapport à son espérance de vie ou sa probabilité d'espérance de vie. Et donc, la somme en fait de ces années de vie avec un handicap et la somme avec ces années de vie perdues constitue en fait le daily qui permet d'exprimer en fait et de comparer surtout les pathologies entre elles pour avoir leur fardeau et leur poids. Donc ces années de vie perdues, on les compare par rapport à des tables de référence où on a pour chaque âge donné le nombre d'années qui nous reste à vivre en probabilité. Donc pour prendre en compte ces années de vie perdues, enfin pour un peu approfondir ou affiner cette notion d'années de vie perdues, il faut bien sûr se tenir compte de l'état de santé de la personne au moment où elle vit. Et donc il y a des indices qu'on appelle des indices de comorbidité. Donc nous on a utilisé le Charlson, qui est le plus utilisé, qui permettent en fait de mesurer la sévérité de l'état de santé. Et en général, donc plus un score est élevé, plus son risque est important. Souvent, c'est plutôt utilisé comme variable d'ajustement, c'est-à-dire que quand on va comparer 2 stratégies d'intervention ou deux traitements ou 2 prises en charge, on va essayer d'ajuster bien sûr dans les populations par rapport à leur état de santé. Pour le bilan des hospitalisations de la première vague, donc il y a l'adresse qui a donc publié donc le parcours des hospitaliers des patients atteints de la Covid de la première vague. On voit que sur à peu près 90 000 hospitalisations à MCO, on avait 17 307 décès, donc 19% des patients qui sont décédés. Et en PACA, on avait donc 870 décès. Et on voit sur cette courbe que les régions n'ont pas été les mêmes en termes de poids de décès, que l'Île-de-France et le Grand Est ont presque 40 ou 50% des décès. On a analysé donc les patients décédés à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille durant cette première phase. Donc on a fait une analyse rétrospective sur dossier entre le 1er mars et le 15 juin. On a recueilli les comorbidités des patients qui étaient notés dans le dossier et on a calculé l'indice de Charlson. On a récupéré la date d'entrée, le mode d'entrée, le passage en réanimation et on a essayé d'avoir des indicateurs de qualité de vie, même s'il n'y en a pas beaucoup dans les dossiers. Mais en tout cas, la notion, est-ce que la personne, elle était autonome ou pas, à domicile institutionnalisé, et s'il y avait une notion aussi de patient grabataire. Donc cet index de Charlson, voilà comment il se représente. En fait, il y a une liste de pathologies auxquelles on attribue un poids. Donc par exemple, je prends quand on a une tumeur avec une métastase solide, évidemment, on a 6 points, donc c'est un poids qui est important en termes de pronostic. Et puis, si on est dément, on a 1 point.
Et ensuite, il y a aussi une pondération avec l'âge. On a 1 point par décennie à partir de 40 ans. Évidemment, plus on est vieux, plus la probabilité de décès dans l'année est importante. La répartition, alors là il y a un diapo qui montrait, je ne sais pas pourquoi il est disparu, c'était donc la répartition des décès par semaine en fait. On voit qu'on a eu un maximum de décès entre fin mars et début avril, comme au niveau national. La répartition de l'âge et du sexe, on voit que on a eu déjà très peu de patients décédés entre 0 et 40 ans. On a un patient et un autre patient entre 40 et 50. La majorité des patients qui sont décédés à la PHM a plus de 80 ans. Et si on représente la classe d'âge de plus de 90 ans, ça fait 19% de patients. Donc c'est vraiment des patients, on a une grosse part de patients très âgés. Et on a une surreprésentation des hommes, sauf à partir de 80 ans où ça s'équilibre avec les femmes. Le parcours de soins, c'est 70% des patients décédés sont arrivés par les urgences. Et puis ensuite, il y en a même 20% ou 15% qui sont passés directement des services d'urgence en réanimation. Donc c'est le parcours de soins qui est suivi. Et puis il y a une petite 20% de patients qui arrivaient par domicile, qui ont toujours fait un séjour en hospitalisation. Et on avait, je crois, 2 patients qui étaient transférés d'un autre hôpital. Donc au final, on a eu 9% qui ont fait que de la réanimation. Les comorbidités, donc j'ai représenté en bleu les comorbidités qui font partie du score de Charlson et en vert les autres. Donc on voit que pour les comorbidités de Charlson, c'est le diabète et la démence qui sont les comorbidités les plus représentées dans notre population, et les pathologies chroniques pulmonaires. Et bien sûr, on a l'hypertension qui est énormément représentée. On a d'autres pathologies neurologiques, comme les Parkinson qui sont présents aussi. On retrouve la notion d'obésité et aussi d'apnée du sommeil qu'on a représenté aussi en haut. Donc le profil des patients, quand on va estimer en fait cette probabilité de décès dans l'année, on voit que 88% des patients avaient une probabilité de décès dans l'année avec le score de Charlson. Ces patients, ils étaient âgés de 82 ans en moyenne. Ils avaient été 18% à passer en soins intensifs, et en termes de qualité de vie, c'est intéressant de noter qu'il y avait 70% de ces patients qui étaient en perte d'autonomie en plus. Parmi les patients qui avaient 52%, donc c'était des patients de 65 ans qui ont été majoritairement passés en réanimation. Il y avait quand même aussi parmi eux 16% qui étaient en perte d'autonomie, donc il y avait déjà des pathologies sous-jacentes importantes. Et 2 patients donc qui étaient jeunes et qui avaient une probabilité de décès peu importante, qui sont tous les 2 passés en réanimation. Donc sur cette dernière ou avant-dernière diapositive, on s'est intéressé donc aux 21 patients donc, qui avaient non pas un pourcentage de 85% de décès, mais un pourcentage moindre. Il y a plusieurs éléments qui me semblent importants sur cette diapositive. Le premier, c'est que vous voyez que nombre d'entre eux avaient un nombre de comorbidités qui était quand même relativement important. Le deuxième élément, sans rentrer dans les détails, c'est que 3 de ces patients étaient des patients institutionnalisés, et ces patients avaient dépassé l'espérance de vie qui était associée à leur pathologie. Et enfin, il y a un autre point qui m'apparaît tout à fait essentiel, c'est que vous avez 9 patients sur ces 21 patients qui ont été pris en charge en soins intensifs dans les 24 premières heures de leur prise en charge à l'hôpital. Toute cette cohorte, je vous rappelle, c'est l'assistance publique hôpitaux de Marseille, au-delà de l'IHU. Et donc, finalement, le message qui consiste à dépister tôt, prendre en charge tôt, me paraît tout à fait essentiel, en particulier chez les gens qui avaient quand même pas cette moyenne d'âge de 83 ans comme l'immense majorité des décès qu'on a observés, mais vraiment cette proportion de quasiment 50% des patients pris en charge, c'est arrivé grave d'emblée à l'hôpital. Enfin, le dernier élément, c'est que vous voyez qu'il y a 2 patients, donc sur ces 200 décès, ça nous fait environ 1% des patients qui n'avaient strictement aucun antécédent, donc on n'a pas retrouvé d'antécédent et pour lequel des études pourraient être intéressantes pour essayer de mieux comprendre
les raisons qui ont fait qu'elles sont décédées de la Covid-19. Donc pour conclure, en fait, on a des patients qui sont quand même très âgés et très comorbides, hein, à part ces 2 patients pour lesquels aussi peut-être qu'ils avaient des pathologies qui n'étaient pas diagnostiquées, et s'il n'y a pas d'autopsie, en fait, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe pour ces patients. On a un nombre de vies perdues qui reste faible, hein, même si bien sûr c'est toujours un drame que les patients décèdent et qu'on comprend bien que pour chaque famille c'est compliqué. Il y a donc la nécessité de prendre en compte le profil clinique du patient pour estimer l'impact de la maladie, de prendre en compte cet aspect. On pense qu'il faut vraiment pas communiquer uniquement sur l'effectif des décès, parce qu'on a montré sur des études qui sont publiées par Santé publique France d'ailleurs, qu'il y a un impact fort sur la santé mentale et le renoncement aux soins par la peur en fait de la maladie pour lequel ce qui est ressenti par la population. Et on attire l'attention aussi sur le fait qu'il faut faire attention aux effets collatéraux de la gestion de la crise, justement sur cette peur, ce renoncement aux soins potentiels, et qu'il va bien falloir suivre les décès qui sont chez les non-Covid. On a une communication de la Fédération hospitalière de France qui a commencé à sortir des chiffres avec moins de 2 millions de séjours entre mi-mars et mi-juin. On a moins de 39% en médecine d'hospitalisation conventionnelle. Et puis, par exemple, pour la transplantation, on a une réduction de 1000 sur 2000 attendus de transplantation. On a eu moins d'AVC et moins d'infarctus du myocarde. Et probablement, quand on aura les causes de décès des patients à domicile, on aura peut-être une meilleure estimation de tout ce travail. Et donc, nous, on poursuit le travail sur les patients décédés depuis le 15 juin, pour lesquels on continue à analyser le profil clinique et pouvoir essayer de mieux évaluer l'impact de la maladie Covid-19. Merci. Merci.